Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver donc dans notre 4e saison de Débat Court. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau couple, aussi aventureux que le précédent, mais il faut savoir que cette aventure est autre. Une aventure d'ailleurs qui attire beaucoup les jeunes. C'est tout ce qui tourne autour du média, de l'audiovisuel, de ce 6e art qui est absolument séduisant. 7e art qui est absolument séduisant, mais qui finalement parfois peut être un piège. Alors on va en parler et surtout on va découvrir cet outil incroyable. Pour cela, nous avons autour de notre petite table, et bien d'abord Benoît Maisonneuve. Bonjour Albéric, c'est toujours un plaisir. Toujours au rendez-vous sur Débat Court, donc créateur d'école, voilà, et vraiment accompagnateur de projets audacieux pour la pédagogie. Et puis nous avons donc notre couple, Steven, Sabrina Gunnel. Alors, beaucoup d'entre nous, on connaît le nom Gunnel parce que, et surtout Steven, parce que tu as été chez les boys band. Puis après un grand tournant dans ta vie, tu vas passer de l'autre côté de la caméra quelque part et ayant finalement l'expérience pratique de l'audiovisuel sur tous les domaines, tu en connais les rouages, surtout les dangers et tu t'en sers maintenant comme un outil qui peut servir d'élever et de tendre vers le beau. Finalement. Alors, à travers aussi ta propre expérience de foi, puisque dans ce tournant, le Seigneur va te secouer un bon coup et va habiter ta vie d'une toute autre manière. Voilà. C'est quand même un... Comment dire, Sabrina, toi aussi, c'est pour ça d'ailleurs que tu connais Steven, tu as été dans le monde de l'audiovisuel et de l'art, c'est tellement attirant pour les jeunes. Que finalement, ils ont tous envie de venir, mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un milieu un peu de requin, comme d'autres milieux professionnels que l'on connaît, mais celui-là particulièrement, est-ce que c'est un milieu dur, un milieu de violence? C'est difficile de... Quand on n'a connu que ce milieu-là, c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment un milieu de requin. Sur le guidon. Oui, dans le sens où je pense que tous les milieux peuvent être d'une certaine violence, hein, que ce soit... Alors certes, la télé, on est plus exposé, mais je pense qu'il y a beaucoup de milieux où ça peut être aussi très violent. Les milieux de l'entreprise, je pense, est d'une autre... est aussi extrêmement violent. Maintenant, c'est vrai que ce métier attire, hein, c'est un métier qui fait rêver, c'est d'autant plus maintenant avec voilà, les réseaux sociaux, la démocratisation, j'allais dire, des outils qui permettent de filmer. On filme maintenant avec un téléphone. Ça voilà, paraît encore plus facile d'y aller. Exactement. À mon époque, avec un coup de bol, ça y est, c'est bon, on peut devenir même très riche. Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi l'appât du gain, en effet, pour les plus jeunes, notamment les influenceurs, etc., qui, juste parce qu'ils ont beaucoup de monde derrière eux, permettent en effet de générer en effet du gain et des gros avantages. Ouais. Steven, c'était une soif d'aller dans ce monde-là quand tu étais jeune. Ah, moi, je suis un enfant de la balle. J'ai un papa qui est rocker, que j'ai vu rarement durant mon enfance, durant toute ma vie d'ailleurs. C'est devenu un copain d'ailleurs plus qu'un père. Et le peu de fois où je le voyais, c'était sur scène. Maman, elle, avait un attrait, une passion pour le spectacle, la danse, les comédies musicales, etc. Et donc j'ai été pétri, j'ai baigné un peu dans l'univers artistique de la danse, de la musique, du cinéma, etc. Et c'est vrai que moi, très tôt, il y a eu peut-être un héritage un peu naturel qui m'a été donné sur la facilité de danser, de chanter, de monter sur scène, de faire un peu des spectacles à l'école, en colonie de vacances, tout ça quand j'étais plus jeune.
Mais voilà, c'était pour moi une activité de loisir plus qu'autre chose. Jamais j'aurais eu l'idée un jour de monter sur, enfin de devenir, de pratiquer, de faire ce métier, quoi, en fait. Et un jour, il y a eu en effet une espèce de transcendance que je n'explique pas, un peu à la Peter Elliott, à qui on demande à un moment donné, mais pourquoi veux-tu danser? Dira-t-il en répond, parce que ça brûle à l'intérieur. J'ai vécu ça sur un tournage à Nice comme simple figurant. Je découvrais pour la première fois à Hollywood les caméras, les cascadeurs, le grand metteur en scène américain d'origine, voilà, bref. Et je suis arrivé sur ce set de tournage et j'ai dit, c'est ça. Voilà, c'est ça que je veux faire. Comment, avec quoi, comme par Billy. Où commencer? Comme je ne Billy sais Elliot. pas. Ouais. Et quelques temps plus tard, je me retrouve à Paris pour tenter ma chance pour devenir comédien, parce que j'étais sûr que c'était à peu près cette voie que je voulais prendre. J'avais une passion pour le cinéma, plus que pour la musique et la danse. J'avais 22 ans à peu près à cette époque-là, et en arrivant à Paris, un casting où on me demande si je sais chanter. Partant du principe qu'un comédien doit savoir tout faire, j'ai dit oui, je sais chanter. Au culot, un peu d'audace, il en fallait autrefois. Au contraire d'aujourd'hui où il faut plus de l'arrogance et une espèce de soif de niaque pour y arriver. À l'époque, il fallait juste un peu de culot et un peu d'audace. Tu vois, c'était encore une autre approche par rapport à la vie, par rapport au travail, etc. Et je me suis retrouvé dans ce boys band qui s'appelait Alliage, qui a duré 3 ans, où on est passé de l'anonymat à la célébrité, en effet, de la pauvreté sociale, misère, ce qu'il y a plus bas, à l'opulence, les jet-sets, les palaces, etc. Bref, tout ça s'est arrêté. Là, on arrête, parce que je voudrais justement rebondir sur les écoles et me dire, est-ce que c'est pas l'ennemi des élèves, de l'école, plus exactement, parce que ça séduit les élèves et qu'ils se disent, est-ce qu'on a quoi bon apprendre, puisque un bon coup de bol, et puis tout peut arriver. Non, je pense que chaque destinée est complètement indépendante, enfin est complètement unique. Les profs ne sont pas stressés de se dire ils sont pris par cet idéal d'être pris par hasard, par YouTube, Alors je pense que etc. ça crée des modèles. Ça crée des modèles. Alors les modèles, il vaut mieux qu'ils soient bons que mauvais. Comme la musique, il vaut mieux qu'elle soit bonne que mauvaise. Quand on crée un modèle, il faut savoir que là aussi, on touche à la liberté de celui qui nous prend comme modèle. Celui qui choisit, est-ce qu'il choisit vraiment? Est-ce qu'il est influencé? Qu'est-ce qui l'influence? Le mot influence, c'est un mot étonnant. Le mot influence, c'est un mot qui date du XIIIe siècle. Il est rentré dans la langue française au XIIIe siècle et il ne concernait que ce que les astres pouvaient avoir comme impact sur le devenir humain et sur les comportements humains. C'était assez drôle. Et maintenant, on se sert du mot influence pour parler de ce qu'on appelle des stars, c'est-à-dire des étoiles. Donc ça continue. C'est toujours les astres qui éclairent ou qui guident les comportements humains. Donc ça, c'est assez... tout ça, ce sont des analogies d'ailleurs, mais c'est utile pour bien comprendre le sujet. C'est utile pour essayer d'approcher le comportement des jeunes par rapport à ces modèles qu'ils découvrent et pour lesquels ils s'enthousiasment et qui peuvent leur faire abandonner ce qui peut être, entre guillemets, leur devoir d'État, d'étudiants, d'écoliers peut-être, et puis peut-être leur faire trouver des voies nouvelles auxquelles ils n'auraient pas pensé pour se réaliser dans la vie. Alors après, ils posent des choix et ils regardent le modèle et puis ils se disent bon, c'est son modèle, mais c'est pas moi, c'est lui. Tu avais un modèle? Voilà. Quand tu étais enfant? J'ai pas mes modèles. On vivait assez pauvrement. J'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de modèles, mais j'ai eu des modèles plutôt dans les lectures de chevaliers, qui me faisaient rêver. Et puis, certains grands saints m'ont beaucoup inspiré. J'ai été très marqué par Saint Vincent de Paul, en particulier. Alors, on a des modèles. Je rebondis, voilà. Juste un truc qui m'intéresse. Oui. Parce que vous évoquiez le mot étoile. Étoile, la star, influence. machin. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile si ce n'est qu'une planète morte? Bien sûr. C'est ça. Voilà. Et en fait, d'où cette expression. Tu n'es pas conscient d'être modèle, en fait. Non, pas du tout. À ce moment-là. Si, un peu, parce que c'est quand même devenu complètement fou, cette histoire. Et que ça nous a tous largués à un moment donné. On a tous été largués par le phénomène et l'hystérie des fans que ça a suscité. Oui, parce que tous les jeunes étaient là. C'était n'importe quoi. C'était effrayant, même parfois. Mais, tout le monde était embarqué. Moi personnellement, j'ai très mal vécu cette expérience. Dans ce sens où je savais que j'étais pas à ma place, mais que j'y étais. C'était où je retournais comme pompiste chez Total à Cagnes-sur-Mer et qu'il y avait personne pour me nourrir et me payer mon loyer.
Donc j'ai joué le jeu jusqu'au bout. J'ai été éduqué avec des bonnes valeurs d'arriver, de ponctualité, de respecter sa parole et d'aller jusqu'au bout de ses engagements, par exemple. Bien sûr. Donc j'avais un contrat de 3 ans. J'ai fait un contrat de 3 ans. Voilà. Et à la fin, il n'a pas été renouvelé. Ça a été la fin du phénomène. Et chacun part dans son coin. Le problème, c'est que derrière, il y avait toujours cette notoriété. Il y avait toujours, bien évidemment, ce rayonnement un peu qui s'étiolait à la fin, mais j'étais toujours Steven d'alliage aux yeux du monde, sauf que j'avais plus de contrat, plus de pognon, plus de tournée, plus de travail, et j'avais des dettes, et puis voilà, on signait plus d'autographes. Est-ce que c'est ça que l'on a maintenant dans les émissions aujourd'hui, genre Crochet, pour pas les nommer, qui fabriquent encore des stars et des nouvelles stars? Mais ça a toujours existé, ça existera toujours. Et donc toutes ces personnes-là disparaissent et se retrouvent... Est-ce qu'ils se retrouvent brisés? Ah ben, moi, personnellement, alors je vais parler à titre personnel, bien que j'en ai croisé quelques-uns aussi un peu dans le mauvais état après, au début de la télé-réalité, avec ses débuts des télécrochets, de la Star Academy, machin, dont on ne connaît plus personne, dont on a oublié tout le monde quasiment, si ce n'est peut-être un ou deux. Voilà, parce que derrière les enfoirés, une continuité de carrière honorable à peu près d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Cependant, moi, je me suis retrouvé au fond du trou, dépressif, alcoolique, surendetté, au bord du suicide. C'est là que le Seigneur est venu me repêcher à ce moment-là, et pas me secouer, comme tu l'as dit en début d'émission. Il m'a repêché et il m'a pris dans ses bras. Parce que c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il secoue pas, il prend dans les bras. C'est pas pareil. Satan secoue. Dieu prend dans les bras. C'est pas pareil. Et donc de là, j'en suis ressorti, sauvé, transfiguré, etc. Et étrangement, j'ai quand même gardé d'un mal, on en tire un bien. Et c'est vrai que ça a été une école à Liège, mine de rien, pour moi, parce que j'y ai appris la mise en scène, le sens du rythme, l'espace scénique, l'organisation d'un tournage de clips vidéo, d'un plateau télé, Jean-Pierre Foucault à l'époque, et j'en passe. Et moi, j'ai toujours été très passionné de ce qui se passait derrière les caméras, justement. Et c'est là que j'ai appris mon métier, qui allait arriver 15 ans plus tard en créant cette société avec Sabrina, mon épouse, Créa Filmmakers, où on a trouvé notre place, qui n'était pas être devant la caméra, mais derrière la caméra. Est-ce qu'il y a justement le fait de passer derrière la caméra avec toute son histoire, se dire je vais pas faire la même chose que ceux qui étaient derrière la caméra quand j'y étais, quoi, devant. Est-ce qu'il y a une volonté à la fois d'avoir un rapport différent avec ceux qui sont devant la caméra et un rapport différent et une motivation différente pour ceux qui verront la production? Et comment ça s'est passé? C'est très simple en un mot, et puis je vais surtout laisser parler Sabrina qui a des choses superbes aussi à dire. La transmission. Nous, à l'époque d'Alliage, on ne transmettait rien. On vendait du rêve. On était une barbe à papa, on était un sucre. Un moment d'euphorie, on était. Nous, c'est pas ce qu'on donne. Ce qu'on donne, c'est qu'on transmet ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, on propose à ceux qui regardent nos films d'expérimenter la grâce, d'expérimenter la prière, d'expérimenter la vie intérieure, la vie monastique, le secret du cœur, de l'âme, de se laisser regarder en vérité par ce Dieu d'amour. Voilà ce qu'on transmet à travers plein de sujets différents, mais on transmet, on laisse un héritage. D'Alliage, il n'y a plus rien. De Créa Filmmaker, il restera des films. D'Alliage, il n'y a plus rien. Plus rien. Mais de cette production, il restera des films. Il restera des films. Et des témoignages qui dans 20 ans ou 30 ans encore, on ne sera plus là, continueront de rayonner et d'apporter des messages d'amour. Ouais, moi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au professeur. Moi, je suis une enfant des années 80. Il n'y avait pas il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore toutes ces influences, etc. Cependant, j'ai toujours voulu être comédienne. J'ai toujours baigné dans ce milieu artistique, moi aussi. On se ressemble beaucoup en ça avec nos mamans qui étaient danseuses, papa musicien aussi, guitariste, auteur, compositeur, voilà, créateur de la bossa nova. Bref, je baignais dans ce milieu artistique, mais moi, je voulais vraiment de passer... Alors, j'ai fait beaucoup de danse, de passer par le corps. C'était une façon pour moi de m'exprimer. Et c'est vrai que l'école... Je peinais beaucoup à l'école, je me sentais pas à ma place et les professeurs me le faisaient très vite remarquer. Voilà, j'étais ce qu'on appelle un cancre, voilà, quasiment. Voilà, c'était très difficile et là où je m'épanouissais, c'était justement dans l'art, dans la danse. Les profs te traitaient de cancre, mais tu n'étais pas cancre. Comme moi, on me traitait de con et de bon à rien. Ouais. Voilà.
Mais je savais que j'étais pas con et bon à rien. J'étais pas à ma place. Mais c'est vrai que, justement, les professeurs trouvaient que ma passion, la danse, le théâtre, la comédie musicale, tout ça était trop présente dans ma vie, en tout cas dans ce que j'aimais faire, et que mes études passaient peut-être à côté, alors qu'en fait, j'allais dire, je le faisais pas exprès, mais c'était la seule façon pour moi d'être valorisée, c'est de pouvoir être valorisée dans ce que j'arrivais à bien faire, c'est-à-dire la danse et le théâtre. Et je me suis dit de pouvoir m'exprimer à travers les mots d'autres personnes, parce que le théâtre c'est un peu ça, c'est pas mes propres mots, c'est les mots d'un auteur. Eh bien, ça me permettait aussi de me cacher un peu derrière et de mettre en avant un personnage. Le théâtre a toujours sa place dans l'école, et ça on le sait, la poésie, etc. Mais aujourd'hui, est-ce d'abord bien et légitime d'avoir dans une école l'art de l'audiovisuel, la production d'images, etc. Est-ce que ce n'est pas démagogique, mais peut-être pédagogique au cœur des écoles d'aujourd'hui? Ah, sans doute. Pourquoi? Sans doute. Je pense que, bon, de même qu'on essaie dans les écoles, enfin, quand on ouvre une école, maintenant, on essaie de mettre un théâtre, systématiquement, de même qu'on a une bibliothèque. Alors, moi, je n'installe pas de CDI au sens où il y a 3 journaux et puis ça ne m'intéresse pas. Par contre, on fait des vraies bibliothèques. On valorise aussi le théâtre, pas simplement la lecture du théâtre et l'étude des œuvres de théâtre, ce qui est une chose assez sérieuse et intéressante, mais les enfants jouent du théâtre et il y a toujours un prof de théâtre qui est là. Ça, je trouve ça absolument remarquable. Je pense que dans ces métiers de l'audiovisuel, c'est hautement nécessaire de les introduire parce que ça donne aussi les rênes pour diriger l'affaire et pour la maîtriser. Quand on la comprend, quand on comprend comment ça marche, on comprend à quoi ça sert, bien sûr. Ça sert à fabriquer de l'image, ça sert à diffuser, ça sert à transmettre. Transmettre, c'est un outil. Donc, j'allais dire, ça peut être le meilleur et ça peut être le pire, c'est la langue d'Ésope. Mais quand c'est un outil qui transmet, qui est là pour transmettre la grâce, en quelque sorte, pourquoi s'en priver? Au contraire. Et ça a une valeur hautement éducative parce que c'est aussi une façon de donner aux enfants des outils de compréhension de l'époque dans laquelle ils rentrent, tout simplement. Et de se projeter pour un avenir qu'ils peuvent construire aussi à l'aide ou en accompagnement de ces outils-là. Donc je pense que c'est nécessaire, c'est une très bonne chose. C'est juste, on est d'accord, c'est beau, mais il y a un problème. C'est que nos élèves, aujourd'hui, et c'est ce que j'ai remarqué depuis maintenant largement 10 ans, sont incapables déjà de consacrer une demi-heure de lecture par jour. Donc déjà, c'est héroïque, mais il y a pire. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de suivre un film du début jusqu'à la fin, sans zapping, sans accrocher sur le téléphone, sans même partir. Parce qu'ils sont rythmés par la coupure des pubs, rythmés par toujours le zapping et le scroll, et qu'en fait, ils sont même pas capables de se tenir dans la construction et la pédagogie de la production d'un film et de la créativité du film de A à Z sur le plan temporel. Y a-t-il pas là une réaction à avoir, une explication et puis peut-être une pédagogie, du coup, d'initiation, c'est dingue, d'initiation à suivre un film du début jusqu'à la fin? Juste un mot, il y a 35-40 ans, on avait mis en place des formations de ce qu'on appelait la lecture de l'image. Et ça servait d'ailleurs beaucoup aux gens du monde de la publicité. Parce qu'on ne fabrique pas une affiche publicitaire. Autrefois, c'était des supports papier, presque uniquement. N'importe comment, il y a forcément des choses à comprendre. Le mouvement du regard, les yeux, l'accroche sur l'affiche, et ainsi de suite. Pourquoi positionner un texte ici plutôt que là? Les couleurs, enfin, tout avait un sens, finalement. Il y a donc une idée. C'est porté par une idée. Il y a une volonté. Il y a un but à atteindre, et donc c'est un élément entre... il y a un émetteur et il y a un récepteur, en quelque sorte. Oui. Bon. Et donc, je pense que ce genre d'évolution, depuis le support papier jusqu'à maintenant, tous les moyens audiovisuels, ça doit pouvoir se raconter comme une histoire de la modernité des choses, de la modernisation des choses, et de la compréhension du temps qui a passé, et des nouvelles compréhensions qu'on a pu avoir de la façon de toucher la personne. Et on a découvert depuis toutes ces années
le mouvement des 5 sens, et en particulier les gens qui sont plus visuels qu'auditifs, les gens qui sont plus kinesthésiques, et ainsi de suite. Donc, on sait que par la vue, il y a énormément de choses qui passent. Bien sûr, par l'audition aussi, mais les yeux, c'est extraordinaire. On a besoin de cet émerveillement que nous procure la vue. Eh bien, quand l'image est en plus de cela en mouvement et qu'elle est porteuse d'un sens qu'il faut découvrir, on touche l'esprit, on touche la vie intérieure, on touche ce regard intérieur aussi sur soi-même et cette portée que la grâce cherche, ce chemin que la grâce cherche à prendre pour rentrer en nous. Alors je suis d'accord. Et je pense que c'est très important d'avoir... Moi, je le verrais presque comme un... Je ne suis pas du tout professionnel de tout ça. Je verrais ça comme, pour moi, c'est un récit. Pour moi, c'est une histoire qu'on va me raconter et qui va me passionner parce que je veux comprendre, bien sûr, comment ça marche, mais je veux comprendre comment ça me touche et pourquoi ça peut me toucher avec... Je pense à des films... Je vais dire des choses qui sont peut-être à côté, mais j'ai vu récemment, il y a un an, le film Christéros. Bon. Et une histoire qui est assez épouvantable, mais magnifique, splendide, l'histoire d'un saint. J'ai été extrêmement touché. Et il se trouve que l'un de mes enfants était avec moi, il a voulu le regarder absolument. Et il m'a dit, on en parle. Il était extrêmement touché aussi. Nous n'étions pas touchés de la même manière l'un et l'autre, mais son âme d'enfant a été, non pas du tout blessée, mais admirative et émerveillée par la sainteté de l'enfant. Et alors, non pas par la dureté de certaines images. On a un petit souci, c'est-à-dire que moi je rejoins tout à fait, je pense que Steven va redonner un complément dans cette réflexion, mais n'oublions pas le contexte. Nous sommes avec des scrollers, nous sommes avec l'œil qui a été trompé et volé, c'est-à-dire que l'intériorité et la vision même de l'enfant est comment kidnappé, volé, pour être transbahuté dans un petit univers très court et addictif qui est le très court terme, l'image immédiate que l'on oublie et qui éveille seulement cognitivement, comme une drogue, une sensation, mais pas une intériorisation. Vous voyez ? Et donc c'est comment on va rejoindre ça ? Est-ce que tu tiens compte, et vous tenez tous les deux compte dans votre production, de ce public qui a besoin d'être rejoint, pas comme les chaînes de télévision aujourd'hui rejoignent les jeunes, en faisant 15 secondes d'un extrait d'émission pour les ramener après à une émission qui vont même pas pouvoir peut-être la regarder tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pars un peu loin en arrière, mais je vais être très rapide pour revenir à ta réflexion. 2008, Collège des Bernardins, le pape Benoît XVI débarque en France. Oui. Colloque, 3/4 d'heure de discours sur la culture et la foi. 45 minutes d'émerveillement où j'étais comme ça. Et j'ai pas tout pigé, parce que je suis pas un grand penseur, un grand intellectuel. Juste une punchline qui m'a transpercé et que je garde devant moi à chaque production. L'ignorance détruit plus qu'elle ne construit. Voilà. On détruit aujourd'hui le cerveau des gosses par l'info instinctif zapping. Voilà. Alors que l'on construirait et on permettrait aux enfants de se construire et de s'enraciner et de s'émerveiller par la contemplation sur une instruction édifiante par un beau film, une belle histoire, une petite etc. image courte ne va pas élever l'âme. Un tableau d'un grand maître de qui tu veux. Prendre un enfant, le mettre devant une image figée qui a mis des années et des années à être peint, réfléchi, pensé, prié, etc., à un moment donné, va susciter l'émerveillement, la contemplation. On ne crée plus de contemplatifs, on crée des addicts. On a une image que tout le monde connaît et que l'on a vue parce qu'on sait tout savoir, on a tout scrollé, on est d'accord. Cette image de lycéens dans un musée, entourés de tableaux, et ils sont tous assis, ils se parlent même pas, ils sont figés sur leur téléphone portable. C'est exactement ça. Oui, c'est le monde. Même les concerts maintenant, ils filment comme ça. Ouais. Ils ne regardent même plus le concert, en effet, ils sont derrière le téléphone. On est, ce monde va très vite, on est dans ce monde de scroll, mais j'allais dire, on parle là des jeunes et des enfants, mais moi je me sens tout aussi concernée en tant qu'adulte. Hein. On est les premiers à avoir toujours le téléphone à portée de main, à regarder, à mettre une vidéo. Donc clairement, c'est un monde qui va de plus en plus rapidement, l'info va de plus en plus vite. On veut une info dans la seconde, on ne prend pas le temps d'aller chercher. Enfin,
Moi, je me souviens, on veut avant, l'émotion. Quand on faisait, je sais pas moi, un exposé, il fallait aller à la bibliothèque, on prenait les encyclopédies, on ressortait tout ça, fallait imprimer. Enfin, ça demandait un temps fou. Si je raconte ça à mes enfants, mais ils sont morts de rire parce que eux, c'est 2-3 clics, Google, machin, hop, comment ça se fait, hop, et puis ils ont la réponse. Ils vont même pas maintenant avoir besoin de faire le texte. Oui, ils ont même plus besoin de faire. Ils ont copier-coller, exactement. Je sais plus comment on appelle ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui débarque. Donc, on en a parlé sur Débat-Court. Maintenant, c'est comment, comment aller toucher leur âme. Alors, je pense qu'à un moment donné, de cette vitesse effrénée, notre corps, notre âme a soif en fait d'absolu. Et à un moment donné, l'enfant, j'ose espérer, va se dire mais en fait pourquoi tout ça? À quoi ça me sert ça? Il va y avoir un moment donné un décalage où il va chercher peut-être cette quête d'absolu. On fait avec Steven des films à contre-courant. On fait pas des films pour plaire, on va dire, à tel ou tel public. C'est des films, en effet, qui demandent un certain effort. Souvent, ça dure parfois même 2 heures. On fait pas des films, justement, de courte durée. Mais on ose espérer que les personnes, quand elles auront soif ou qu'elles auront un questionnement ou elles voudront aller plus loin, se pencheront, en tout cas, dessus. Maintenant... Est-ce que vous sentez que, dans cette expérience de production, il y a comme une surprise de la part de ceux qui voient votre film et qui disent... là, ça change tout, quoi. Ça clive, hein. Ça clive, hein. C'est où on nous aime ou on nous aime pas. J'ai jamais reçu un message d'une personne me disant « Ouais, c'est pas mal, mais je vais bof, je sais pas. » C'est où la personne a vu un de nos films, elle a été complètement renversée. Et elle a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle s'est simplement dit, si lui ou elle a vécu ça, moi aussi, à mon niveau, je peux vivre quelque chose. Est-ce que la qualité de la production, l'image, la musique, tout ça a joué? Bah oui, j'imagine, enfin, en tout cas j'espère, mais pareil. Et d'un autre côté, on va nous critiquer sur la qualité en nous disant c'est mal monté, c'est mal foutu, c'est un peu plouc, c'est un peu ringard. Il y aura toujours une critique de toute façon à partir du moment où tu exposes une œuvre. C'est trop toujours. Ah oui, bien sûr, c'est mal. En général, c'est un peu difficile quand on parle de Jésus. C'est notre... Ça, je l'assume complètement. Ça sera jamais assez catholique de toute façon pour moi. Maintenant, ça, c'est une volonté de notre part. Maintenant, il y a des formats courts sur Instagram, moi, que je trouve formidables. Il y a des jeunes qui font maintenant des petites vidéos courtes pour expliquer la foi, pour expliquer des trucs même des prêtres qui se lancent justement dans des formats courts qui sont en effet peut-être plus adaptés à des très jeunes qui veulent une réponse immédiate sur un truc précis. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Bon, eh bien, et même sur le travail, hein, je vois réussir ton brevet en 3 clics ou je sais pas quoi, en 3 trucs. Bon, voilà, avec des petits... je trouve que c'est assez amusant. Ça va pas très très loin. Nous, on va plus en profondeur. C'est vraiment une sorte de mini-retraite spirituelle, en fait. Est-ce que certains d'entre nous, on joue sur la dopamine pour fidéliser et essayer de transmettre quelque chose? C'est-à-dire C'est-à-dire de jouer sur les émotions, voilà, cette dépendance de ce que peut provoquer un court-métrage ou un instantané? Ça, je pourrais pas te répondre. Quand vous faites des bandes annonces pour annoncer votre prochain, voilà. Oui. Vous jouez là-dessus? Non, on met en lumière ce que les gens nous donnent et disent. Mais alors, c'est pas parce que je rajoute un violon derrière ou une note de piano un peu. Non, mais si, on essaie d'être impactant pour que ça puisse, en tout cas, interpeller et que les gens disent, ah tiens, de quoi il s'agit et que ça les intéresse. Et on attend que ça arrive. C'est le but. C'est un peu le but. C'est le but de la bande-annonce. L'idée, c'est que les films soient vus par un plus grand nombre. On a plus. Je vais répéter ce que j'ai dit l'autre jour sur le plateau d'une autre émission de télé. C'est le temps du Sacré-Cœur. On doit inonder la toile. Voilà. Parce que le diable est partout. Et je pense qu'il y a la place dans le monde culturel, dans le monde du cinéma, au milieu de tous ces films sataniques. On va te parler d'exorcisme, de possédés, de scandales dans l'église. Très bien, ils y sont. C'est du divertissement, c'est machin, pas de lézard. On a quand même une petite place pour la grâce au milieu de tout ça. Et donc il faut y aller. Et c'est très bien. Nous, on a un marchepied, hein. On a 50 ballets, dans 10 ans, peut-être qu'on passera à autre chose. Et il y aura la relève derrière. Et c'est très bien qu'il y ait, en ce sens, ce que disait un grand industriel, la culture de l'Europe, la culture de la France doit avoir sa part aussi dans le monde du cinéma. Alors justement, cette culture cinématographique, il y a un style français. Je ne m'attarderai pas sur Cannes et tous les films homologués par Cannes. Mais malgré quelques exceptions extraordinaires, hein, entre parenthèses. Mais
je m'intéresse sur, quelque part, ce qui, par le 7e art, marque notre culture, les films en noir et blanc. Nous venons là, alors que nous sommes dans une période d'enregistrement, nous enterrons une actrice qui a marqué ce film, Un homme et une femme. Anouk. Voilà. Comment peut-on finalement essayer de mettre le meilleur du cinéma dans un programme scolaire? Et est-ce qu'on considère que c'est aussi fondamental que la découverte de la littérature française? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, mais je voudrais juste distinguer 2 ou 3 petites choses. En fait, tu considères que tout ce qui est de l'art, du 7e art, ne pourra pas équivaloir à la littérature. Ça se complète. Je ne sais pas. Je pense que l'un est au service de l'autre. Ouais. Mais ce qui me fait un peu réagir, c'est que je crois qu'il ne faut pas confondre. J'ai bien aimé l'image, le coup de violon ou le petit coup de piano. Oui, on est obligé de jouer pour accompagner l'image. On joue sur l'affectif, en fait, sur le sensible. Et c'est très bien. Mais le but, derrière, c'est de toucher l'âme, c'est de toucher l'esprit. Le cœur. Le cœur et l'âme. Donc, ça n'est pas... Je ne suis pas en train de vendre un produit commercial en tant que tel. C'est une partition, un film. Hein. C'est une partition, un film. C'est une partition, c'est effectivement. C'est une partition. Quand on parle des films anciens qui font partie de la culture cinématographique de notre pays, par exemple, évidemment, il y a une part de nostalgie aussi dont il faut tenir compte. Et puis, il y a la qualité, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas regarder un film s'il n'y a pas de dialogue. Il y a des films, maintenant, moi, j'ai regardé un film, ce n'était que ça mitraillait de partout, c'est tout à fait... Alors, on dit c'est un film d'action, alors ça, oui, il bougeait, ça c'est sûr. Mais quel est le sens, quel est l'intérêt au bout du compte? Si on gratte un peu, il n'y a plus rien. Bon. Pour en revenir à ça, et en revenir à l'école, et en revenir aux jeunes gens, aux enfants qui sont à l'école, que nous voyons tout le temps sur leur téléphone, et qui zappent sans cesse, et qui, quand ils sont assis avec leurs parents, quand ça peut arriver qu'ils soient avec leurs parents, à regarder quelque chose à la télévision, et qui veulent zapper tout le temps. Mais le zapping, c'est quoi? C'est l'idéal du galeux qui est toujours en retard d'un coup d'ongle. C'est une volonté d'aller derrière, de rechercher quelque chose de nouveau, de la nouveauté nouvelle. Mais ça n'est pas suivre une idée, ça n'est pas suivre quelque chose. Et ça s'oppose à la vie intérieure. Alors, ça s'oppose à la vie intérieure parce que la vie intérieure, elle a besoin de plusieurs choses. Elle a besoin de calme. Paradoxalement, elle a besoin aussi de silence. Elle a besoin de sérénité. Elle a besoin de beauté, donc de contemplation. Et c'est l'expression libre d'un enfant qui se tourne vers son père. C'est l'expression libre d'un enfant qui se réfugie dans les bras de sa mère. Donc, la vie intérieure, ça n'est pas un mouvement de l'intelligence qui va faire que tel commercial est meilleur que tel autre. Ça, c'est très bien, c'est du génie des affaires, c'est formidable. Bon, il est sûrement pas complètement stupide. Mais c'est pas ça, la vie intérieure. Donc, je pense que nos enfants ont besoin de comprendre aussi, d'être capables de s'asseoir. Et j'aime beaucoup l'image, c'est le cas de le dire, du tableau. Et on va apprendre à regarder le tableau. Alors on peut l'apprendre, il ne faut pas que ce soit fastidieux, il ne faut pas que ce soit lourd, et vous verrez que ça a été peint comme ci, très bien. Non, mais qu'ils prennent le temps, qu'ils s'assoient, qu'ils contemplent le tableau. Moi je me souviens d'un petit film, je ne sais même plus le nom de ce film-là, mais alors je l'ai vu il y a 60 ans, je crois, il y a 55 ans. Et 2 enfants sont dans un musée, et ils voient la fête au village de Bruegel l'Ancien. Alors, là, c'est le film. Il y a beaucoup de personnages, il y a plein de personnages. Et les enfants sont assis sur un petit banc de velours, comme autrefois dans les musées, je sais pas. Et puis ils regardent tous les deux, et ils regardent. Et ils passent des heures à regarder. C'est jeudi, et le jeudi, c'était le jour des enfants. Et alors ils regardent le tableau. Et puis ils n'entendent pas la cloche du gardien de musée qui dit on ferme, sortez. Non, ils n'entendent pas. Et alors le jeu fait que les enfants, à force de regarder le tableau, rentrent dans le tableau.
Et en fait, ils deviennent personnages du tableau, donc on nous fait rentrer en fait dans la tête des enfants et dans leur imaginaire. Oui. Alors, et là, on est en ils ne train redescendent du tableau que le lendemain matin, je vous rassure, ils sont rentrés chez eux. J'entends, mais là, on est en train de partir sur le tableau. On va revenir, si vous voulez bien, sur l'audiovisuel. On s'est servi du tableau pour mieux rentrer dans l'audiovisuel. Mais c'est très intéressant, cette histoire justement de notre âme qui a besoin de cette sérénité, de ce silence. Il y a une très belle télé-réalité qui a été faite récemment sur C8 qui s'appelait Bienvenue au monastère, où on a pris des gens de télé-réalité qui sont ultra connectés, qui ont je ne sais pas combien de millions de followers, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et on les a mis dans un monastère. Et on les a mis dans un monastère pour faire une retraite. Donc déjà, il fallait laisser le portable, ça a été toute une histoire. Enfin, toute une histoire. En tout cas, c'était un peu un dépouillement déjà rien que ça pour eux. Ils avaient l'impression d'être à poil. Et après, de vivre 5 jours au rythme, justement, des messes, de la liturgie, des rencontres, des silences. Et là, c'était très très beau, c'était très émouvant de voir. Alors ils avaient le droit, il y avait une petite caméra dans la chambre où ils pouvaient donner un peu leurs états d'âme. C'était la seule fois où ils pouvaient parler parce que c'était en silence en plus. C'est le principe d'une télé-réalité. C'est une télé-réalité en fait, parce que c'est vrai que mais c'était franchement magnifique et de les voir se livrer à nus, de découvrir des choses d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas parce que justement ils sont eux-mêmes dans une vie effrénée. Alors j'entends, on est vraiment là dans je dirais, le plein épanouissement de la personne humaine parce qu'on a rejoint l'intériorité. Honnêtement, aujourd'hui, le média visuel, même quand il rentre dans les écoles, il n'est pas habité par ça. Non. Il est habité par les petites étoiles, etc. Ou il est habité aussi par de la propagande. Il est clair qu'on sait, en tant que géopoliticien, parfaitement repérer les prochaines lois qui vont être présentées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, rien qu'en regardant en France les feuilletons, les séries qui vont précéder ce moment politique, où on va avoir une question de vie sociale, une question éthique. Donc, on passe là du pouvoir de l'image, mais aussi au lieu de le rejoindre par l'âme, on sollicite seulement un raisonnement. Et comment se fait-il qu'on se fasse autant manipuler par l'image alors que normalement elle devrait susciter l'ouverture intérieure de notre cœur? Mais c'est très juste ce que tu racontes, c'est tout à fait juste. Mais c'est plus de l'influence simplement ça, à mon avis. Vu de ma fenêtre, en tout cas, c'est de la propagande. C'est plus de l'influence, même simplement une influence qui pourrait être relativement neutre d'ailleurs, et qui peut être bienveillante. C'est de la propagande. On est dans un lavage de cerveau progressif avec... Moi, j'ai un peu l'impression de ça. Et généralement, les histoires de propagande, ça se termine très mal. Il y a une mauvaise histoire qui courait après la dernière guerre sur ce bon monsieur Goebbels, qui était ministre de la propagande. Exactement. Et il meurt, il arrive au ciel. Et là, il voit des anges qui chantent la gloire de Dieu. Et puis, au loin, il voit un nuage avec des jolies femmes qui boivent le champagne et tout ça. Alors, il voit un archange, il lui dit « Moi, c'est plutôt là-bas que je voudrais aller. » Alors, on lui dit « Vous prenez le petit chemin qui est là, vous tapez au flanc du nuage et on vous ouvrira. » Il y va, il arrive au nuage, il frappe au flanc du nuage, on lui ouvre. Et là, il y a des diables monstrueux l'enfourchent et le livrent à 1000 supplices. Alors il crie, il dit « Au secours, mais c'est pas ça, le champagne, les jolies femmes, où sont-elles ?» et ainsi de suite. Et alors là, il y a un démon qui lui répond « Mais ça, Herr Docteur, c'est notre ministère de la propagande. » Et ben voilà, on en est là. C'est-à-dire que l'image, actuellement, fait ce même travail. Quelle est la différence dans ces cas-là, dans le contenu de vos films? C'est le fond de ce qu'on transmet. C'est le fond êtes et dans la l'intention. propagande, vous aussi, quelque part, sur le plan religieux? Eh bien, si faire de l'évangélisation, c'est de la propagande, alors oui. Oui, si c'est parler de l'amour de Dieu qu'on a envie de transmettre parce qu'on l'a reçu et qu'on a envie de le transmettre aux autres, leur faire goûter en tout cas. Voilà. Après, les gens sont libres ou pas de succomber. Mais, on met le couteau sous la gorge de personne pour voir le film. Mais en tout cas, on montre justement ce qu'on ne voit pas dans les médias. Vous cherchez à provoquer une sensation ou vous êtes dans une autre démarche? Collabore avec le Seigneur. Albéric, à un moment donné, il y a un service de la vérité, puis il y a un service de l'erreur. Ouais. Et donc, quand tu sers la vérité, tu fais pas de propagande, tu fais pas d'influence, tu rends les gens libres. Voilà. C'est tout à fait différent. Absolument. C'est non pas un service d'influence, non pas un service de propagande, ô combien non. C'est un service d'éducation et d'ouverture à la liberté. C'est tout à fait différent, parce que c'est le fond de ce qu'on transmet. La forme a sans doute une très grande importance, mais le fond de ce que l'on transmet dépasse, de loin la forme. Et on ne peut pas mettre tout sur un pied d'égalité, sur un plan d'égalité. La façon de transmettre
billevesées ou 1000 erreurs, bien n'a pas du tout la valeur de la façon de transmettre. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Je ne vais pas en dire trop, mais tout le monde va comprendre. Il y a des vidéos de propagande qui circulent sur Internet. Action, réaction. La personne et des personnes ont vu ces vidéos, sont descendues dans la rue pour aller égorger des professeurs ou aller planter d'autres enfants de leur âge. Oui, mais... Voilà. Donc on voit bien la puissance de l'image, on voit bien la puissance du message, on voit bien l'influence que ça peut donner, cette idée de se projeter de ce que tu vois à un moment donné. Je vais te faire un petit témoignage très court. J'ai 12 ans, je découvre Sylvester Stallone et Rocky. Voilà. Et à la fin, quand il est pété la gueule à l'adversaire, je me revois encore mettre des coups de poing sur mon fauteuil en hurlant en larmes, vas-y, pète-lui la gueule, vas-y, pète-lui la gueule. Et ce qui m'a donné envie plus tard de faire du sport, de faire de la boxe, de la muscu, machin, etc. Enfin, c'est pour te montrer, tu vois, voilà. Donc, selon la fragilité, la sensibilité que tu as, et l'image que tu reçois, et de en l'âge effet, que tu as. Et de l'âge que tu as, bien évidemment, d'où l'importance de mettre -12, -14, -16, attention, etc. Voilà. Et je pense que les jeunes sont tous sensibles. Enfin, le mimétisme, c'est pratiquement à tous âges, d'ailleurs. C'est ça. Mais il y a des âges tendres, j'allais dire, où les enfants sont beaucoup plus malléables. Et donc, là, il faut être encore plus prudent. Ça, c'est certain. C'est ça. Mais je pense que dans la puissance de l'image, il y a des choses qui sont... Sur ce qui peut se passer dans les écoles et pourquoi ça peut être important d'essayer de maîtriser, parce que finalement, ce qui est important, c'est de montrer aux enfants, là, moi je suis attaché à ça, c'est de leur rendre la liberté par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de rejeter la chose, loin de là, ça veut dire de la comprendre, de la maîtriser, de l'apprécier dans ce qu'elle a de bon, et surtout de s'en méfier quand elle véhicule quelque chose, quand elle sert de véhicule à quelque chose qui fondamentalement est mauvais. Alors comment discerner, justement, comment discerner pour les élèves montrer la bonne image, montrer le bon film qui va éveiller quelque chose de plus noble que la destruction autour de lui. Comment l'école, et est-ce que l'école doit maintenant, à notre époque, vraiment réfléchir sur un programme sur ce domaine ? Je pense qu'elle a grandement intérêt à réfléchir, elle ne peut pas faire l'économie d'une bonne réflexion, mais je pense qu'elle doit accompagner. Le discernement, ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça de chic, c'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend, je dirais, qui se construit. Hein. Et pour discerner, il faut méditer, il faut réfléchir, il faut du temps, il faut du silence, il faut du calme. Donc les enfants, il faut qu'ils apprennent. J'aime bien cette image, on en a parlé dans une autre émission, mais prendre un enfant ou un groupe d'enfants et les emmener se promener en forêt ou dans la nature, sans téléphone, sans rien du tout, et leur apprendre à regarder autour d'eux et à dire ce qu'ils ont vu quand on rentre à la maison. C'est extrêmement important. Ils ne seront pas les mêmes en arrivant au retour et qu'en partant. Eh bien, quand on choisit un film, on doit discerner, nous, en tant qu'adultes, c'est notre responsabilité, discerner ce qu'on peut leur montrer, ce qu'on ne peut pas et ce qu'il ne faut pas leur montrer. Ça, c'est notre devoir d'adulte. Et ensuite, il faut en parler avec eux. Quand un enfant regarde un film, y compris et surtout, sans doute, un film qui élève l'âme, qui a vocation à élever l'âme, eh bien, il faut en parler, il faut que l'enfant dise ce qu'il a vu. Moi, j'ai compris ça comme ça, j'ai vu ça comme ça, je trouve ça très beau. J'ai vu, moi, mon fils, quand il m'a parlé du petit José qui monte l'escalier, qui a les pieds en sang, et ainsi de suite, ça l'a évidemment forcément beaucoup ému, mais il avait besoin d'en parler, il avait besoin de le dire, et lui, ce qu'il voyait, c'était les yeux de l'enfant, le cœur de l'enfant. Donc, c'est ça qui, à mon avis, doit être accompagné. Le rôle de l'adulte, c'est d'accompagner l'enfant pour que l'enfant construise sa liberté. Et en construisant sa liberté, il construit sa personnalité et lui-même apprendra à discerner parce qu'il aura compris à partir de quels critères son papa, sa maman ont discerné pour lui pendant un certain temps et au bout d'un certain temps, on lui lâche un peu la main. Bon, il a fait ça, parfois il fera des erreurs, on va corriger, il va nous en parler, mais c'est toute une question d'intercommunication avec ses enfants. Et dans l'école, les écoles ont cette question à se poser, c'est-à-dire que les enfants arrivent le matin à l'école et qu'est-ce qu'ils ont vu le soir ? Exactement. La veille au soir. Oui. Et dans l'école, on leur montre un documentaire, par exemple, historique ou réputé historique ou de géographie, peu importe. Parfois, il y a des choses que les enfants ne pourraient pas voir, ne devraient peut-être pas voir. C'est possible. Est-ce que les parents ont été prévenus ? Est-ce que les professeurs ont réfléchi à l'impact que ça allait avoir sur l'enfant ? Est-ce que le caractère peut être violent ? Est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une vraie pédagogie Est-ce que ça va le faire remplir progresser ? le temps ? Et est-ce qu'on va se poser la question de savoir, mais toi, tu as la tête d'un garçon qui a regardé la télé jusqu'à 11h le soir. Bon,
est-ce que tu es certain de pouvoir faire ton Ou devoir même scroller. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, c'est scroller jusqu'à 4 heures du matin. Oui. Ce que je voudrais, c'est... D'abord, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est on ne choisit pas, quand on est professeur, un film parce que un collègue est absent et que l'on va remplir l'emploi du temps. Sans un discernement pédagogique cohérent avec la culture de notre école et le projet pédagogique éducatif de l'école, qu'elle soit privée ou publique. Et ça ne peut pas se choisir comme ça par hasard parce qu'il y a un copain qui a dit c'est un super film, ça va provoquer un peu et ça va être bon. En plus, ce film, au bout d'1 heure, ne sera pas terminé. Donc on initie les jeunes à accepter que le film ne se termine pas. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est je me souviens, pour ma part, que en tant que collégien, j'ai vu Le Salaire de la peur à l'époque. C'était déjà pour nous un vieux film. Et Le Salaire de la peur, on ne nous l'a pas montré tout de suite. On nous a fait lire le livre Le Salaire de la peur. Et après avoir lu le livre, on nous a montré le film. Et on a pu voir la possible coordination qu'il y avait et la cohérence qu'il y avait entre les images qu'on s'était créées dans notre tête en lisant et ce que proposait le cinéaste. Et le jeu des acteurs et les personnages qui incarnaient, les acteurs qui incarnaient ces différents personnages. Ça... Il s'agit de la pédagogie, à mon sens, une des pédagogies la plus intelligente pour aborder le 7e art. Enfin, c'est mon fils. Pendant 1 an, il a été, mon petit dernier, en lycée, et il a suivi plusieurs films sélectionnés de manière vraiment très réfléchie sur des questions philosophiques, géopolitiques, éthiques, avec à chaque fois un suspense qui dévoilait quelque chose d'étonnant dans le déroulé du scénario, comme Collector, comme plein d'autres films dont je ne donnerai pas l'exemple, mais que moi-même personnellement j'avais vu, et à chaque fois je me voyais face à mon fils en me disant « Génial, t'as vu ce film, c'est remarquable ». Il ne me parlait pas uniquement du film, il me disait le débat qu'avait produit ce film pendant 1 heure consacrée après le film avec le professeur. Le professeur n'empiétait pas sur ses cours, il proposait de voir le film pendant les temps de repas et de récréation, et pendant ce cours, il consacrait 1 heure de débat, et c'était un professeur de français. C'était absolument génial. Là, voilà des bons outils pédagogiques. Juste un mot. Je crois aussi que nous sommes à une période particulière, c'est-à-dire que on a l'impression, parce que nos vies sont courtes, mais le temps dans l'histoire, la période depuis les 70 dernières années, c'est un temps très court. Nous sommes à une période charnière où les technologies, l'avancée de la construction des images, tout ce qui est audiovisuel a explosé complètement. On n'a jamais connu ça avant. C'était la première télévision un peu. Voilà, il y avait une chaîne, c'était en noir et blanc. C'était un signe pratiquement d'opulence. Enfin bon, voilà. C'était dans les années 60. Bon, il faut pas s'imaginer que les outils que nous avons, vu la qualité de ces outils, vu les performances de ces outils, enfin, quand on tient un téléphone ou un smartphone dans sa main, on tient le monde. On a une intelligence externalisée, une affectivité externalisée, un raisonnement externalisé, enfin tout ce qu'on veut, une mémoire externalisée. Donc comment voulez-vous que les enfants, si on ne leur montre pas le chemin de la bonne utilisation de ces outils-là, n'en fassent pas tout et n'importe quoi? Je pense qu'il y a une responsabilité de la part de l'école, d'une manière générale, bien sûr, à montrer le vrai chemin, pour ne pas tomber esclave, addict, le mot a été dit tout à l'heure, de ce type d'outils. Ce sont des outils, et ces outils sont là pour construire quelque chose qui doit être ce qu'il y a de meilleur. Là aussi, servir les facultés les plus élevées de la personne humaine. Donc, si on n'accepte pas que ces outils soient accompagnés dans leur usage par des gens qui savent, qui connaissent, qui maîtrisent, qui connaissent les rouages, qui savent que là, ça va pouvoir avoir de l'influence. Ça, fais attention, tac, tac. Et, eh bien, je pense qu'on passe à côté d'un devoir d'adulte, d'un devoir de construction pour l'avenir de notre société et pour l'avenir de notre jeunesse. 2 minutes. C'est l'histoire de ces 2 tailleurs de pierre. Oui. Un pleure, l'autre est tout joyeux. On demande à celui qui pleure, mais pourquoi tu pleures? Parce que je casse des briques toute ma vie. Et on demande à celui qui est tout joyeux, mais pourquoi tu es tout joyeux? Je bâtis une cathédrale. Absolument. Voilà. Tu as un outil dans les mains, qu'en fais-tu? Mais oui. Nous, on a une caméra dans les mains, on a même plusieurs caméras dans les mains. Qu'en faisons-nous? Ouais.
Vous êtes conscient, vous sentez ceux qui vont regarder votre film derrière votre production. Vous pensez aux jeunes? Alors, juste un court témoignage, et bien évidemment, mon amour a le dernier mot, ouais. Parce qu'elle a une... Alors, on n'a jamais vu ça, on est en train de travailler sur notre prochain film sur le sujet du Sacré-Cœur. Une personne nous écrit récemment, courant mars. Le film n'est pas sorti, hein. On commence la production il y a 10 jours là. Il est prévu pour 2025. Rien qu'en mettant la bande-annonce qu'on a préparée, les quelques visus qu'on a postées, elle-même est 60 ans. Une vie bien pétée aussi, hein. Elle vit une transformation intérieure par ce prisme du Sacré-Cœur. J'ai jamais vu ça. Nous, les témoignages, c'était après avoir vu le film. Et là, c'est avant que le film soit sorti. Mais nous, on est des outils, en fait. Pour le coup, c'est Dieu qui agit. Nous, on propose, si tu veux, c'est une sorte de catéchisme visuel. Donc, vous pensez aux gens qui vont voir ce film. On fait une sorte d'enseignement. C'est pour eux. Oui. Et vous êtes conscient du public et surtout, qui va y avoir. Et surtout pour des gens qui sont, j'allais dire, loin de la foi, qui n'y connaissent rien. Voilà. C'est un peu, voilà ce que l'Église dit sur tel ou tel sujet. Maintenant, après, vous en faites ce que vous voulez. Ça se trouve, vous allez dire, non, moi, ça ne me parle pas du tout. Mais c'est ça l'idée. Alors, je vais conclure. Ouais. En tout cas, c'est un appel à tous ceux qui sont habités par cet élan audiovisuel et média. Soyez des bâtisseurs de cathédrales. Absolument. Ayez la joie de la production et pas la désolation et la fatigue de produire ce qui n'est que destruction. Je vous le souhaite de tout cœur. On en a besoin. À bientôt.